Le Premier ministre préside dans son bureau une réunion pour un dialogue entre le gouvernement mauritanien et l'Union européenne. Ouverture d'un atelier consultatif sur le projet de doctrine administrative fiscale dans le cadre de la réforme des finances publiques récemment approuvée. Journée de réflexion consacrée au dialogue et à la concertation sur les moyens permettant le développement de l'artisanat et son insertion dans les activités contribuant au développement durable du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le gouvernement mauritanien et l'Union européenne se sont réunis pour un dialogue politique le 10 décembre 2019 à la primature. La réunion était présidée par le Premier ministre M. Ismaïl Bodo El-Chersidia avec la participation des ministres des Affaires étrangères, de la coopération, des Mauritaniens de l'extérieur et de la santé, de l'enseignement fondamental et de la réforme du système éducatif, de l'hydraulique et de l'assainissement par intérim, des ministres des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et de l'environnement et du développement durable, en plus du secrétaire général du gouvernement, du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, du directeur du cabinet du Premier ministre, du conseiller du Premier ministre chargé des affaires politiques et diplomatiques, ainsi que du secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Côté européen, l'ambassadeur de l'Union européenne était accompagné par les ambassadeurs de France, d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et par une représentante, un ambassadeur non résident des Pays-Bas. Ce dialogue politique qui est prévu par l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique était le premier avec le gouvernement actuel. Il a permis d'abord des sujets nationaux et régionaux d'intérêt commun sur le plan national. Le dialogue a porté sur le programme et les priorités du gouvernement, sur les investissements et le climat des affaires, ainsi que sur la situation des droits humains. L'Union européenne a salué la concertation instaurée entre le pouvoir et l'opposition qui a contribué à un climat politique apaisé, propice à la mise en œuvre consensuelle des objectifs du gouvernement. Elle a aussi valorisé la cohérence des approches, la pertinence des orientations exprimées par la partie mauritanienne à ce sujet. Le gouvernement a proposé l'adoption concertée d'une feuille de route pour le suivi des programmes de coopération avec l'Union européenne. L'Union européenne a consenti à cette idée et a exprimé son accord pour avancer sur cette proposition pratique. Au niveau régional, la prochaine présidence mauritanienne du G5 Sahel était au centre des discussions à la lumière des nombreux défis auxquels la région et l'organisation font face actuellement. L'Union européenne a confirmé son engagement de continuer à soutenir les efforts entrepris en faveur de la situation et de la stabilité au Sahel. Le gouvernement mauritanien a réitéré la position exprimée par le président de la République dans son discours au sommet de Dakar sur la paix en Afrique et qui considère que toute solution aux problèmes de sécurité au Sahel passe par la prise en main par les États de leur propre sécurité d'abord, par le développement socio-économique et une réelle implication des populations locales dans ce processus. Le dialogue a permis de renforcer davantage les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne et leur volonté de relever tous les défis dans un esprit de partenariat positif. La réforme du cadre législatif sur la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, tel est le thème autour duquel le département de la justice, l'Organisation internationale de la migration et de nombreux intervenants se sont réunis aujourd'hui. Amina Abdelaziz. Les groupes qui s'adonnent au trafic des êtres humains ont développé leurs méthodes pour contourner les législations adoptées par certains États. Une situation qui a mené les pays à revoir leur stratégie et les textes qui régissent ces crimes. C'est dans ce cadre que rentre la rencontre qui porte sur la réforme du cadre législatif sur la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants.
Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ould Ramadan, a souligné que les recommandations de cet atelier seront adoptées comme projet de loi et doivent être le fruit d'échanges entre les différents intervenants dans ce domaine. La représentante de l'Organisation internationale pour les migrations, Mme Laura Longaretti, a loué les efforts de notre pays dans la lutte contre la migration et rappelé les efforts de son organisation. L'OIM est honoré d'avoir appuyé le ministère de la Justice dans cette réforme légale importante qui est complètement l'idée et gérée par le ministère de la Justice. Elle cherche à faire face à deux défis majeurs d'aujourd'hui en Mauritanie, comme partout dans le monde et dans la sous-région, qui sont la traite des êtres humains et les trafics illicites des migrants. Donc nous remercions en particulier le ministère de la Justice de nous avoir invités à l'accompagner dans le processus de réforme de la loi de 2003 sur la traite des personnes, mais aussi sur la réforme de la loi de 2010 sur les trafics illicites des migrants. Plusieurs exposés ont été discutés et débattus au cours de cette rencontre qui réunit de nombreux intervenants dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier consultatif sur le projet de doctrine administrative fiscale qui intervient dans le cadre de la réforme des finances publiques en cours et accompagne le Code général des impôts récemment approuvé. C'est le ministre des Finances, M. Mohamed Emin El-Dhahabi, qui a supervisé cette rencontre organisée par la Direction générale des impôts à l'intention de tous les intervenants dans le secteur. Cet atelier consultatif sur le projet de doctrine administrative fiscale s'inscrit dans le cadre de la réforme des finances publiques en cours et accompagne le Code général des impôts récemment approuvé qui a permis d'introduire de profondes réformes, notamment au niveau de l'impôt direct. L'atelier est organisé en direction de toutes les parties prenantes du secteur, l'objectif étant d'enrichir ces documents avant leur publication dans leur dimension pratique, législative et leurs répercussions positives sur la relation entre les contribuables et les services des impôts. À l'occasion de l'ouverture de vos travaux, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue et de vous adresser mes sincères remerciements pour la participation à cet atelier important qui constitue une étape décisive dans le processus de modernisation et de promotion du régime fiscal afin de le rendre plus juste, équitable et transparent. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir l'importance de la place qu'occupe la politique fiscale au sein des politiques globales de l'État. Elle constitue aujourd'hui plus que jamais un outil performant et indispensable pour réaliser les objectifs de développement économique et social. En plus de son nouveau rôle d'augmenter le revenu public, elle constitue un facteur indispensable pour catalyser l'investissement et parvenir à l'égalité sociale. Il est attendu de cette politique fiscale de renforcer la solidarité nationale, de réduire les disparités sociales et d'offrir d'énormes opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Tout cela, et c'est grâce à la volonté politique de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, concrétisée par les programmes du gouvernement de son Excellence, le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Ould Sidia. Mesdames et messieurs, la révision récente du Code général des impôts a permis d'introduire des profondes réformes au niveau de l'impôt direct sur les sociétés et contribuables en général, d'où la nécessité et même voire l'obligation de publier des documents administratifs garantissant la bonne interprétation des textes fiscaux dans le but de préserver les droits des contribuables qui ont désormais la possibilité de contester sur la base de ces textes devant les services des impôts ou de l'arbitrage. Cet atelier consultatif constitue une opportunité pour enrichir ces documents avant leur publication dans leur dimension pratique, législative et leurs répercussions sur les relations entre les contribuables et les services des impôts. Je suis sûr et certain que les niveaux et la qualité des exposés présentés vont contribuer à l'atteinte des objectifs assignés. Mesdames et messieurs, j'ai saisi cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cette réforme. Je remercie également les cadres de la Direction générale des impôts pour les efforts qu'ils ont déployés pour réussir cette rencontre. En souhaitant bon succès à vos travaux,
Je déclare ouvert l'atelier consultatif sur les projets de décret administratif fiscal. La fiscalité joue un rôle central dans la promotion du développement durable. La fiscalité est considérée comme la voie pour offrir la viabilité et la pérennité budgétaire nécessaires à la promotion de la croissance et la prospérité dans notre pays. Elle permet de donner à l'État les ressources nécessaires à l'investissement dans le développement, dans la réduction de la pauvreté et surtout dans la fourniture d'un service public de qualité pour tous les citoyens. De nombreuses communications ont été présentées aux participants qui, au sortir de cet atelier, feront des recommandations pertinentes à même d'être prises en compte. Se concerter sur les meilleurs moyens permettant le développement de l'artisanat et son insertion dans les activités contribuant au développement durable du pays, tel est l'objectif des journées de réflexion organisées par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Abdelrahman Hamad. Ces journées de réflexion organisées par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements, aujourd'hui à Nouakchott, se focalisent autour de la concertation sur les meilleurs moyens permettant le développement de l'artisanat et son insertion dans les activités contribuant au développement durable du pays. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements a indiqué que l'organisation de ces journées de réflexion sur l'artisanat constitue un maillon d'une série d'activités que le département de la culture et de l'artisanat est en train d'exécuter pour développer notre artisanat dans le but de lui permettre d'occuper la place qui lui sied au sein de l'économie du pays, comme c'est le cas dans d'autres pays semblables au nôtre. Dr Sidi Mohamed Oulil Ghabre a précisé que son département a entamé au cours des derniers mois une action sérieuse et globale pour la mise en place de saines bases pour un artisanat fiable, ajoutant à son caractère de patrimoine la qualité des producteurs des produits économiques qui offrent des milliers d'opportunités d'emploi aux jeunes et qui génèrent des revenus appréciables au profit des artisans, en plus de la contribution réelle et pratique au produit intérieur brut. Pour sa part, le président de la commission de supervision de la préparation des journées de réflexion, M. Mohamed El Mokhtar ou Mohamed Lamine, a loué le suivi dont a bénéficié la commission de la part du ministre, ce qui lui a permis, a-t-il dit, de réaliser ce travail en un laps de temps très court. Notons que les programmes de 2 journées de réflexion comportent des conférences et des exposés présentés par des experts sur la réalité de l'artisanat, ses problèmes et ses contributions au développement, une lecture critique, historique et analytique du Code de l'artisanat, la situation des petites entreprises de l'artisanat et leur développement effectif. À l'instar de la communauté internationale, notre pays commémore aujourd'hui la Journée mondiale des droits de l'homme qui coïncide avec le 10 septembre de chaque année. La journée est célébrée cette année sous le thème de jeunesse pour les droits humains. Jamais trop jeune pour changer le monde. Abdullah Damaba. Cette journée dédiée à la commémoration des droits de l'homme a été marquée par plusieurs exposés dont certains sont relatifs à la stratégie nationale de promotion de la jeunesse, aux droits des jeunes en situation de handicap, au rôle de la société civile dans la promotion des jeunes, ainsi que les droits humains dans la stratégie nationale du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Le thème retenu cette année pour commémorer la Journée mondiale des droits de l'homme est jamais trop jeune pour changer le monde. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Hassan Aoul Bokhreis, a affirmé que la thématique qui a été retenue est d'une grande importance, eu égard, dit-il, au symbole liant les jeunes et le rôle qu'ils doivent jouer pour le développement humain. Il a ensuite souligné qu'au cours de cette cérémonie, la stratégie nationale de promotion des jeunes va être mise en avant. Malgré les avancées notoires enregistrées, de nombreux défis à relever demeurent pour le futur. L'urgence d'une réponse au changement climatique ancrée dans les droits humains est sans nul doute la plus pressante pour sauver notre planète. Un autre domaine concerne les inégalités entre riches et pauvres qui ne cessent de se creuser. Il était à cet égard impératif de travailler à la mise en œuvre effective des droits économiques et sociaux, mais aussi les objectifs du développement durable pour plus de justice économique et sociale. La nécessité pour l'être humain d'exercer ses droits a été énoncée. Partout dans le monde, les jeunes manifestent, s'organisent
et font entendre leur voix pour le droit à un environnement sain, pour l'égalité des droits des femmes et des filles, pour participer à la prise de décision et pour exprimer librement leur opinion. Ils manifestent pour le droit à un avenir de paix, de justice et d'égalité des chances. Tous les êtres humains doivent pouvoir exercer tous leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, du président de la Commission nationale des droits de l'homme, du président du Mécanisme national de prévention de la torture, entre autres. Fin de la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme dans les wilayas du Guidimaka, Gorgol et du Trarza. Visite qui a permis au président de la Commission et des membres de sa délégation d'avoir une idée sur la situation des droits de l'homme dans ces wilayas. Bokar Bailaba. La délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par Mohamed Salem Ould Bouhaibeni, a été reçue par le wali du Trarza, Moula Ibrahim Ould Moula Ibrahim. L'objectif de la rencontre est de s'informer de la situation des droits de l'homme dans cette wilaya. Après le siège de la wilaya, la délégation s'est rendue au centre hospitalier de Rosso. Sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement de la structure et son rôle dans l'offre de soins de qualité aux populations locales. La délégation a également visité les installations de la Société des bacs de Rosso. Sur place, elle a été édifiée sur les problèmes auxquels les passagers sont confrontés et les moyens pour renforcer le cadre commercial entre la Mauritanie et le Sénégal. L'explication du fonctionnement de la Société des bacs de Rosso a été assurée par son directeur Brahim Val ou Mohamed Val. Autre activité, c'est cette rencontre avec les acteurs de la société civile. Ainsi, la délégation a eu connaissance de la situation des droits de l'homme dans la ville et les moyens de les promouvoir davantage. D'ailleurs, le président de la dite commission, Mohamed Salem Ould Bouhaibeni, a décliné la mission de l'organisme et l'importance de la promotion des droits de l'homme à travers le respect des principes de justice, des devoirs et des droits des uns et des autres. De son côté, le maire adjoint de la commune de Rosso a souhaité d'abord la bienvenue à la délégation, puis il a indiqué que cette visite permettra à la Commission nationale des droits de l'homme de faire le point sur la situation des droits de l'homme dans la ville. Les autres intervenants se sont relayés pour saluer cette visite et demander à la Commission de renforcer le cadre de protection des citoyens contre toutes les formes d'injustice. La direction de la sécurité régionale a constitué une autre étape de la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Là aussi, la délégation a reçu des explications sur le rapport entre cette direction et les citoyens. La direction de la gendarmerie nationale, le palais de justice et la prison civile de Rosso ont fait également l'objet de visites de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Mohamed Salem Ould Bouhaibeni. Ouverture par l'Office national de la médecine du travail en collaboration avec l'Organisation arabe du travail d'une rencontre sur l'importance et la particularité de la médecine du travail. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux travailleurs de l'Office et aux inspecteurs du travail de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Melika Naqli. La santé et la sécurité professionnelle s'inscrivent dans le cadre d'un programme de perfectionnement exécuté par le Bureau national de médecine du travail et l'Institut arabe de santé et de sécurité professionnelle, ainsi que l'Organisation arabe du travail. Cette formation profite au cadre du Bureau national de la médecine du travail et les inspections de travail. Ce participant indique que cette session s'inscrit dans le cadre de l'importance accordée à la mise en place d'un environnement sain et sûr du travail qui garantit la sécurité des travailleurs. Pour celui-ci, cette formation renforce les compétences professionnelles des participants et facilite leur travail au quotidien. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation continue suivi par le ministère. Le secrétaire général a ajouté que ces sessions de formation ciblent les personnels du Bureau national de la médecine du travail et des inspections. Ces sessions de formation ont débuté, dit-il, un premier niveau au cours de l'année 2018.
De son côté, la directrice de l'Institut arabe de santé et de sécurité professionnelle a exprimé son appréciation des grandes mutations que connaît le pays, mettant en exergue l'importance de ce perfectionnement qui doit prendre en compte les mutations technologiques et donc des nouveaux risques que cela peut occasionner. Les risques et les maladies professionnelles provoquent, dit-elle, au niveau mondial le décès de millions de personnes, entraînant des répercussions négatives au plan financier sur la société, sur l'entreprise et sur le pays. 2 jours durant, les participants suivront un certain nombre de communications portant sur la définition des risques dus à des activités diverses et de personnes atteintes par ces risques et comment traiter ces situations. Direction à présent le Tagan, où le secrétaire général du ministère de la fonction publique, la modernisation de l'administration et a supervisé l'inauguration du bureau régional de l'inspection du travail dans cette wilaya. Cette nouvelle structure doit contribuer au rapprochement de l'administration des citoyens. Rabia Aded. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration ouvre cette inspection régionale du travail de la wilaya du Tagan, et ce sous la supervision du secrétaire général du département, Ahmedoul Mohamed Mahmoud, accompagné du wali de la wilaya du Tagan, Dr Mokhtar Oulhend. C'était l'occasion pour le secrétaire général de mettre en exergue que son département a décidé d'ouvrir des inspections au niveau des 2 dernières wilayas du pays qui n'en possédaient pas, à savoir la wilaya du Guidimara et la wilaya du Tagan, et ce dans l'optique de rapprocher les services de l'inspection du travail des citoyens. Cette inspection a durant longtemps été une doléance des populations du Tagan pour réguler le secteur du travail et pour garantir leurs droits. Le maire de Tijikja, Mohamed Oulbiha, a tenu à saluer la création de cette inspection qui contribuera à l'amélioration des conditions de travail des habitants de la wilaya du Tagan. Au sens des dispositions du Code national du travail, les inspections du travail ont la charge de contrôler l'application de la législation, de la réglementation du travail et des conventions collectives applicables aux travailleurs, ainsi que de fournir des conseils techniques aux employeurs. Sous le thème « Nous nous engageons ensemble pour l'amélioration de la santé de l'enfant » qu'a démarré ce matin la 2e campagne nationale de dépistage de la malnutrition, de distribution de vitamine A et de déparasitage. Le coup d'envoi de la campagne organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires au développement a été donné par le secrétaire général du ministère de la Santé, Bokar Bailaba. C'est parti pour la campagne nationale de dépistage de la malnutrition, de distribution de vitamine A et du déparasitage chez les enfants de 0 à 5 ans. L'objectif est de réduire la morbidité liée à la malnutrition aiguë sévère. Pour ces femmes membres du staff de sensibilisation, cette campagne porte-à-porte va durer 4 jours. Elle est d'une grande importance pour les enfants. Elles affirment que les parents doivent contribuer à la réussite de cette campagne car il s'agit de lutter contre la malnutrition aiguë sévère. Justement, cette femme salue à sa juste valeur le lancement de cette campagne, estimant que les carences nutritionnelles sont les causes de retard de croissance chez les enfants. La cérémonie de lancement de cette campagne a été supervisée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Salem Oulbihad, qui a procédé avec les autres membres de la délégation à la distribution des doses de vitamine A et de capsules antiparasitaires. Environ 600 000 enfants de 0 à 5 ans sont ciblés par la campagne sur l'ensemble du territoire national. Après la pratique, place au cérémonial des allocutions. Wahaïda Minterioun, du staff de la sensibilisation sanitaire, a insisté sur l'importance de cette campagne pour tous les enfants, invitant les familles à en profiter pour faire vacciner et dépister leur progéniture. De son côté, le maire de la commune de Lixar, Mohamed Saleh Omar, a loué les efforts du ministère de la Santé visant à relever le niveau de santé des citoyens conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Rouchi Al-Ghazouani, qui fait de la santé la priorité des priorités. La malnutrition aiguë sévère ne correspond pas seulement à un manque de nourriture. Elle est causée par une combinaison de divers facteurs, manque de protéines, d'énergie et de micronutriments, des infections, entre autres. On encourage tous les parents à ouvrir leurs portes quand il y a des prestataires de soins qui vont les visiter pour assurer qu'ils bénéficient de tous ces services. C'est très important parce que la malnutrition cause des carences et cause des retards de croissance qui peuvent affecter le développement
du cerveau et le développement socio-cognitif des enfants. Donc ça, c'est très important d'assurer une participation optimale. Pour la vitamine A, c'est la vision. Donc un enfant qui a des carences en vitamine A peut avoir des problèmes de vision plus tard, surtout la nuit, mais aussi des retards de croissance et d'autres problèmes très importants. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette campagne nationale et les effets bénéfiques du déparasitage pour les enfants. L'assistance a eu droit à un exposé d'explications sur les tenants et les aboutissants, présenté par le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, Dr Diagana Moussa. En somme, cette campagne porte-à-porte est une planche de salut. De la sorte, les enfants malnutris peuvent reprendre des forces et grandir heureux et en bonne santé. Les assises de la première réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Maroc ont débuté ce matin à Nouakchott. Pendant 2 jours, les participants de cet atelier organisé par le ministère des Transports et de l'Équipement vont discuter des exposés portant sur la feuille de route 2020-2023, la criminalité transfrontalière, les conséquences d'utilisation de la drogue et des produits dangereux, la facilitation du transport transfrontalier, l'immigration clandestine et ses dangers dans la sous-région, la surcharge et ses dangers sur la régularité. L'immigration clandestine et ses dangers dans la sous-région, la surcharge et ses dangers sur la régularité du transport des personnes et des marchandises et le rôle des conducteurs sur la consolidation de l'unité nationale. Abdullah Damaba. Au cours de ces rencontres du bureau exécutif de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs exposés ont été présentés sur la criminalité transfrontalière, l'immigration clandestine, le rôle des chauffeurs professionnels au plan national et sous-régional. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Lamine Ould Cheikh Abdallahi, a précisé que cette réunion permet sans nul doute de discuter des préoccupations des conducteurs professionnels de la sous-région. Il a en outre affirmé qu'elle constitue une occasion de voir et examiner le rôle des chauffeurs dans la lutte contre l'immigration clandestine. Par la suite, le président de l'Union générale pour la sécurité des chauffeurs professionnels des transporteurs urbains Al-Qassem Ould Mohamed a salué les efforts déployés par le gouvernement qui visent, dit-il, à satisfaire les citoyens et leur fournir les services dont ils ont besoin. L'objectif de l'ICRAO, Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, est de créer un cadre d'intégration réel et effectif sous-régional, de défendre ses membres sur l'ensemble de la zone CEDEAO, la Mauritanie et le Maroc, lutter contre les freins au développement économique de nos pays, entre parenthèses, corruption, extrême surcharge, etc. Lutter contre le blocage à la libre circulation des personnes et des biens, veiller à la création et à la consolidation de l'emploi, former, sensibiliser les conducteurs routiers à la bonne conduite et au civisme. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. Délégation d'experts et d'ingénieurs des pays participants au 5e forum La rénovation des cycles de formation d'ingénieurs mauritaniens a visité le bâtiment du lycée polytechnique de Nouakchott. Au cours de cette visite effectuée par la délégation accompagnée du chef d'établissement, le colonel Mohamed Mahmoud, et du personnel de l'école, la délégation a examiné les salles et départements de l'école. La délégation s'est rendue dans le complexe scientifique qui comprend plusieurs laboratoires, dont celui de la physique, la chimie, l'électronique, le contrôle mécanique, les matériaux de construction et de dessin, en plus des salles de formation et d'enseignement des élèves de l'école. La délégation a également entendu des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cet établissement. Place maintenant à notre rubrique avis des citoyens. Notre micro-trottoir a recueilli des réactions de nos concitoyens sur l'occupation et l'obstruction de la voie publique, un phénomène qui illustre les mauvais comportements de certains habitants de la capitale Nouakchott. Abdelrahman Hamadan. Nouakchott, notre capitale, souffre d'un phénomène d'occupation anarchique des voies et des espaces publics. Cette occupation anarchique s'est accentuée au niveau du centre-ville pour des raisons liées à l'absence des autorités chargées de la gestion de l'espace public. Ici, c'est la rue séparant l'ancien grand marché, dit marché capital,
et les marchés Enour. Elle est fermée par les commerçants informels et les marchands ambulants. Cette situation qui rend l'accessibilité difficile, voire impossible aux ambulances, aux sapeurs-pompiers et aux équipes de secours est largement critiquée par les citoyens qui appellent à un changement définitif de comportement et à respecter les exigences de la vie urbaine. Ce phénomène est compliqué également par le stationnement interdit qui ne respecte les règles du code de la route et qui risque de causer des accidents et des embouteillages sévères au centre-ville. Cette situation persiste depuis quelques années et se renforce par l'inefficacité des autorités compétentes. Ne serait-il pas temps de rompre avec cette mentalité anarchique et d'avoir un comportement civique et un esprit de citoyenneté qui nous permet de dégager les espaces et les voies publiques de toute occupation anarchique pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers, des ambulances et des équipes de secours. La deuxième édition de la Semaine africaine de la science en Mauritanie, organisée par le Forum Einstein Forum, en coopération avec des partenaires internationaux, a débuté aujourd'hui au Palais des Congrès de la capitale. Cette rencontre vise à faire progresser la science, la technologie et l'innovation en Afrique. L'ambassadeur du Forum dans notre pays, M. Abdullah Sidikiba, a souligné dans son discours qu'après le succès de la première édition du forum les 24 et 30 décembre 2018 à Nouadhibou et Rosso, qui ont réuni près de 1000 participants, la Mauritanie a été élue l'un des 40 pays africains pour accueillir cet événement. Il a rappelé que le pourcentage de la recherche scientifique en Afrique est inférieur à 2% au niveau international et le forum cherche à changer cette situation et à faire de l'Afrique un acteur international dans le domaine de la recherche scientifique et de la promotion de la science et de l'innovation. Le réseau mauritanien pour l'action sociale a organisé un colloque scientifique à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme en présence d'un certain nombre de militants des droits de l'homme et d'ONG. Le symposium comprenait plusieurs exposés sur le cadre général des droits de l'homme, les droits des mineurs, le concept de l'action humanitaire et les rôles de la société civile dans les droits de l'homme et la liberté de l'espace civil, le modèle mauritanien. À la fin du symposium, un débat a été ouvert entre les participants pour discuter des exposés présentés qui comprenaient plusieurs interventions des participants sur le thème du symposium. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Premier ministre préside dans son bureau une réunion pour un dialogue entre le gouvernement mauritanien et l'Union européenne. Ouverture d'un atelier consultatif sur le projet de doctrine administrative fiscale dans le cadre de la réforme des finances publiques récemment approuvée. Journée de réflexion consacrée au dialogue et à la concertation sur les moyens permettant le développement de l'artisanat et son insertion dans les activités contribuant au développement durable du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.